Que je les ai mis un petit peu en galère, parce que ça s'est préparé en 2 semaines. En général, on prend des mois pour le faire. Mais j'ai envie de dire que ça devait se faire. Donc, malgré le temps qui était assez court, nos orateurs ont eu le temps de mettre tout ça en place. On les remercie fortement. Merci. Oh, bah Frédéric, quand on parle de toi, t'arrives. Un petit applaudissement, s'il vous plaît, ça vous dérange pas? Merci. Alors Frédéric, tu veux me mettre là ou... Ah oui. Attends, je te pose là. Ça. Il y a c'est bon, c'est parti. Il y a le chef. Toi, tu le sois. Non, ça va. Ouais, ça m'embête de filmer là. Regarde, ça... Non, vas-y, non, Frédéric, te mets-toi à côté de Guy. Moi, je me mets là. Vas-y, mets-toi. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. C'est émouvant parce que le moment est arrivé enfin. Donc, on va passer la parole. En plus, ses parents sont là, donc ils vont voir qu'est-ce qu'il vaut. Les parents de notre cher Mihir, DJ. Donc, c'est parti, la parole à DJ on va attacher nos ceintures et on va enfin voyager dans l'histoire. Ça fait combien de temps? Non, l'histoire de... On remonte 500 ans avant. 500 ans, donc. Préparez-vous. C'est parti. Alors, on m'a demandé de vous faire une introduction en fait à l'histoire en fait des Juifs en Corse. C'est-à-dire qu'une histoire, en fait, on lit plein de trucs un peu partout. On dit il y a des Juifs qui sont arrivés en l'an 800 à Lévis. Alors j'étais à Lévis, moi. On dit il y a des inscriptions hébraïques et tout ça. En fait, et qui soi-disant venaient d'Égypte. On vous précise, on vous donne presque leur numéro de passeport. Ben non, en fait, non. Lévi, ça ne veut pas dire forcément Lévi, le nom hébraïque, Lévi, mais c'est Lévi, comme on dit en Corse du Sud. C'est des croisements de voix. Et c'est pas parce qu'il y a des croisements de voix qu'il y a un juif qui se trouve à ce croisement de voix. Vous voyez? Donc on va essayer de distinguer un peu ce qui est de l'ordre du mythe, de ce qu'on sait, de la réalité, de ce qui est probable. Et l'histoire fonctionne souvent sur des hypothèses probables qu'on vérifie ensuite dans des documents. Voilà. Et je vais vous raconter, à travers tout ça, je vais vous le faire à travers ma propre histoire personnelle. Alors je suis ravi d'être avec Guy Sabag, qui va se présenter tout à l'heure, donc qui était un pilier en fait de mon histoire, comme je vais vous le raconter, et de Frédéric Joseph Bian, qui est l'avenir des Terra Eretz Corsica Israël, des relations entre la Corse et Israël. Voilà. Donc je vais repartir loin dans le temps. On est donc en 2023, et quand à Bastia, ma grand-mère habitait à Bastia, mon arrière-grand-mère habitait à Bastia, on vient du sud, et je voyais tout le temps en bas en fait la synagogue, et à gauche Saint-Jean où mes parents se sont mariés. Et ma grand-mère était d'origine chrétienne, très catholique, très fervente, et une fois que son mari était mort de la fièvre jaune, donc en Afrique noire, c'était le nom poétique qu'on avait pour raconter, qui disait qu'en fait ces militaires coloniaux étaient partis, et donc elle était veuve. Et quand j'allais en bas, il y avait donc la Beit Knesset Rabbi Meir, et ça m'intriguait vraiment très énormément, parce que pour moi, tout venait de là. Et j'ai commencé à écrire un premier livre qui s'appelait Des noces éternelles, un moine à la synagogue. Et je me posais tout un tas de questions. Pourquoi le Rabbi Meir? Pourquoi le Rabbi Meir, c'est un rabbin miraculeux en fait, du IIe siècle de notre ère, qui est en fait mort en Asie mineure, et qui en mourant a dit enterrez-moi là, au bord de la plage, mes os toucheront la terre, Eretz Israël, la terre d'Israël. Voilà. Je me dis mais pourquoi Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il fait là? Je me posais des questions. Donc la synagogue Rabbi Meir, rue du Castagne, ok, l'origine, c'est la communauté, en fait, c'est la communauté juive de Corse, vous savez, on est là une communauté, plus le rabbin, mais il n'y a qu'une seule communauté pour nous, les juifs, Kol Israël, Avrim, tous les enfants d'Israël sont des frères. Et donc voilà le portrait de ma grand-mère, et il y avait des tas de clés qui étaient pendues. Et quand je lui demandais, mamie, pourquoi les clés sont pendues, elle me répondait que ces clés nous protégeaient du malheur. Alors, je me disais, c'est la superstition, peut-être. Mais ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, je me suis baladé en Turquie, et j'étais chez les Maran, et j'ai vu qu'il y avait des tas de clés, de la même manière. Et quand je leur ai demandé qu'est-ce que c'était, ils m'ont pas dit, ça nous protège du malheur. Ils ont dit, c'est les clés de nos maisons en Espagne. Et je me suis dit, alors, est-ce que c'est un usage méditerranéen répandu? Est-ce qu'elle est marane? Qu'est-ce qui se passe?
Elle nous envoyait, donc il y avait ces clés partout, j'ai photographié ça. Je me demandais, vous voyez, je vois mon père qui rigole. Et ma grand-mère m'offrait tous les... m'envoyait, il faut vous raconter, j'étais moine de l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans. Donc j'étais chrétien, à 16 ans, je suis devenu chrétien très profondément. Et je suis devenu moine bénédictin à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire pendant 10 ans. Donc dans le silence, vous voyez, c'est pas de viande, pas de vin, lever à 2h du matin, les Teilim 7 fois par jour, vous travaillez, marteau-piqueur et prière. Prier et travail, ora et labora. Et elle m'envoyait, ma grand-mère qui était très pieuse, m'envoyait un cédra. Tous les automnes, j'avais mon cédra confit. Et un jour, je suis rentré dans une synagogue, donc il venait bien sûr de chez Mattei, que vous connaissez, place Saint-Nicolas, pas de publicité. Et un jour, et ma mère, quand j'arrive chaque été, même aujourd'hui, elle m'offre le cédra de la Saint-Sylvestre. Et que vous voyez là sur la gauche, je l'ai photographié, parce que le cédra de la Saint-Sylvestre, ça ne s'invente pas. C'est comment faire un truc un peu juif, un peu chrétien et le mixer. Maman, je te prie de m'excuser si tu n'as pas la même interprétation. Après, ce que je me suis aperçu, c'est que je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. Nous, ma grand-mère m'envoyait évidemment un campanile à chaque Pâques. Et le campanile, c'est un gâteau en fait avec un croisillon en pâte, avec un œuf au milieu. Et il se trouve qu'en fait, je me suis aperçu que c'était le même gâteau en fait, que les pains de pourim de la cuisine marocaine. Donc, soit des Corses étaient partis au Maroc avec des campaniles, mais c'était quand même un peu douteux, soit tout ça venait d'Espagne, tout simplement. Et évidemment, j'ai retrouvé le cacavelou dans le sud, en Espagne, au Maroc et en Corse. Avec des usages tout différents, puisque les uns c'était pour Pessar, et d'autres c'était des pains de pourim dans la cuisine juive. Et là, c'est là qu'entre en scène, j'écris des noces éternelles à moi dans la synagogue, je raconte tout ça, et là il y a deux types qui viennent me voir, dont le monsieur qui est là, il dit sa bague, avec son frère, Béni. Et ils me disent, mais tu sais, la synagogue dont tu parles, du Rabbi Meir, cette synagogue, c'était la synagogue de notre père, on était le président, David Sabag, Zironon Lifrara, et notre grand-père, Meir Toledano, en était le rabbin, de 1920 à 1970. Et il vous racontera cette histoire, lui-même, de tous ces juifs qui sont arrivés en 1915 à 740 à Ajaccio. Et il me montre la Megillah d'Esther de leur grand-père. Donc c'était archi émouvant, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de connexion qui se faisait, c'est-à-dire que je reconnectais avec un bout de mon histoire, je reconnectais avec un... Je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. Et en fait j'ai fait, donc petit à petit, on a fait une conversion au judaïsme, ça a duré beaucoup d'années, j'ai rencontré un espèce de rabbin miraculeux, sorti du Mela de Marrakech, le rabbin Chaim Arboun, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, on l'applaudit. Mazal Tov. Il a 92 ans maintenant. 1932, 93. 91 ans. 91 ans. 91 ans. Peu importe. Et donc là, j'ai compris en fait que je me reconnectais avec une très 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 vieille histoire. Et je suis parti donc à la recherche en fait des Maranes, de ces gens qui venaient en fait d'Espagne ou de Catalogne et qui étaient passés en fait par Gênes principalement et ensuite par Livourne. Et donc, c'est leur histoire que je vais vous raconter. Donc, 1391, il y a les premiers pogroms en Espagne. Il y a 400 villes qui brûlent. Donc, les gens fuient, les Juifs fuient. Et ils vont entre 1391 et 1590, c'est-à-dire l'édit comme de Milan qui établit en fait un port franc à Livourne. Il y a quasi 2 siècles où des Juifs fuient l'Espagne. Et ils vont fuir jusqu'au XVIIe siècle. Donc, certains vont se cacher. Donc, ils deviennent chrétiens. Des nouveaux chrétiens, on les appelle. Et certains vont devenir authentiquement chrétiens, très probablement, et une bonne partie pratique sous manteau, continuent d'être juifs avec des apparences de chrétiens. On appelle ces gens marranos, les porcs en castillan. C'est comme ça que les autres les appellent, évidemment. C'est pas eux-mêmes qui s'appellent marranos. Et en hébreu, anousim, les forcés, ceux qui ont été violés. Et donc, l'Espagne, la péninsule ibérique, comme vous le voyez, donc, est couverte de communautés juives. Et on ne sait pas combien on fuit. Donc les hypothèses, c'est entre 150 000 et 250 000 personnes. Mais on ne sait absolument pas en réalité. Combien sont... Et évidemment, à partir de... ces gens-là, il va y avoir un édit qui va être pris en 1492. Donc début 1492, début janvier, mi-janvier. Donc les morts sont chassés de la péninsule ibérique. Et la péninsule ibérique, qui en fait est formée de régions, avec la Catalogne, avec
la Castille, avec le Navarre, le Léon, etc., qui n'est pas unifié politiquement, va s'unifier autour de la couronne d'Espagne. Et la couronne d'Espagne, pour s'unifier, elle va utiliser le christianisme en disant ce qui fait l'identité d'Espagne, c'est le christianisme. Le catholicisme, exactement. Donc, Blanche de Castille et Ferdinand d'Aragon, vous voyez, c'est déjà une alliance. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon donc, vont unir les couronnes et vont unifier en fait la péninsule ibérique. Et ensuite, ils vont unifier la péninsule ibérique et le Portugal par une alliance et des mariages. Donc, début mars 1492, les Juifs, il y a un édit d'expulsion qui dit que les Juifs sont chassés. Ils ont jusqu'au fin août pour partir, 30 août. Ils partent et ils ne peuvent que devenir chrétiens ou quitter l'Espagne. Et à partir de là, l'Inquisition va les chercher. C'est-à-dire ceux qui sont restés des Juifs sous le manteau, l'Inquisition va les rechercher. Et l'Inquisition n'a qu'une peur, c'est que ces gens, en fait, redeviennent Juifs. Et tous ces gens vont filer pendant 2 siècles. Ils vont filer à travers Gênes, en fait, qui est le hub trafic de la Méditerranée. Parce que Gênes est une banque, et la banque de l'Espagne, et Gênes, en fait, a conquis, qui n'ont pas des territoires, mais c'est la première banque capitaliste qui va agir via des comptoirs. Et via ces comptoirs, elle va s'enrichir. Et elle donne donc, en Crimée, elle donne à Moïse des Guisolfi, elle donne des comptoirs qui sont tous les comptoirs d'accès à la mer Noire. Donc à des Juifs. Donc la banque, en fait, est en réalité pleine de maranes et de Juifs qui, eux, vont s'occuper et de faire de l'argent et de faire passer les gens. Donc, quand les gens vous disent « mais moi je viens de Livourne », en fait, ils ne peuvent pas venir de Livourne avant 1590, puisqu'avant 1590, Livourne est un tout petit port et n'est pas encore un port franc. Donc il n'y a pas de population à Livourne. Donc en attendant, les gens sont à Gênes, les gens viennent d'Espagne. À partir de 1497, donc 1492, l'édit d'expulsion. 1497, au Portugal, c'est plus simple. On dit aux Juifs, on les met sur le port et on leur jette des seaux d'eau. On leur dit maintenant vous êtes baptisés. Et il y en a plein qui partent, évidemment. Donc à partir de 1497, donc de 1391, 1492, 1497, tout le monde fuit jusqu'à la fin du XVIe siècle et se retrouve en Espagne, qui devient le trafic. Donc certains remontent via Bordeaux, ils vont remonter jusqu'aux Pays-Bas, certains restent dans la région de Bayonne, Narbonne, etc. Certains vont vers Salonique, donc pour la Grèce, donc ça va donner toutes les communautés ensuite de Salonique et puis de toute l'Asie mineure. Certains fuient directement vers le Maroc, ça va donner en fait tous les Juifs de type maïmonidien bien avant, qui vont descendre en fait vers le Maroc, qui vont peupler le Maroc, qui vont redonner une vie aux Juifs marocains. Tunisie, ils rejoignent des gens qui sont là depuis très longtemps. Algérie, bien sûr, ils rejoignent des communautés qui étaient déjà là depuis longtemps, des Juifs berbères, des berbères judéisés, en fait, au moins depuis l'Empire romain. Et certains, évidemment, arrivent dans les... Alors, la situation 1492, ce qui se passe, en fait, c'est que toutes les grandes îles, Majorque, la Sicile, etc., toutes les grandes îles de la Méditerranée sont sous dépendance aragonaise. Donc, l'édit s'y explique. Donc tous les Siciliens, ils partent vers Naples, ils partent vers la Corse, ils partent où ils peuvent, ils fuient où ils peuvent. Les gens de Majorque aussi. On a des témoignages très touchants. La Sardaigne aussi. Et des bateaux vont arriver forcément à Gênes. Et là, de Gênes, ils fuient, en fait, ils vont s'installer en fait dans les villages en Italie. Donc l'Église est bien embêtée, les États du Vatican de l'époque sont embêtés parce qu'ils se disent mais en fait ces gens-là ils sont convertis au christianisme, donc ceux-là on va les mettre dans la ville, bon il n'y a aucun problème, mais les autres on en fait quoi? Et donc à partir de ce moment-là ils vont créer des ghettos. En 1516 donc le ghetto de Venise, ghetto, c'est les barbes des forges qu'on jette, jet. Donc ils vont créer le ghetto de Venise et des ghettos en fait dans toutes les villes d'Italie. Et bien sûr commencent les massacres, puisqu'en fait tous ceux qui ne se convertissent pas sont soumis à des procès en fait, des procès à charge, dans lesquels ils sont d'abord enfermés et ensuite on leur explique leurs griefs au bout de quelques années et on les fait mariner et ces gens-là, même quand ils sont convertis et qu'ils sont encore coupables, ils sont en fait déterrés et on les brûle en effigie. Vous voyez. Donc voilà. Voilà donc les procédures d'acquisition qui se multiplient en Espagne. Je prends ici la Catalogne. C'est tous les endroits en fait où on a eu des procédures d'inquisition. Donc, très difficile de suivre ces gens-là parce qu'en fait, ils ont des noms en Espagne, au Portugal, qui vont changer. Ils arrivent en Italie, ils arrivent à Gênes, ils se répandent dans tous les villages d'Italie. Et il y a un inquisiteur d'époque qui dit les Juifs arrivent en Italie,
Et ils repartent vers le Grand Turc, vers la Turquie, vers le Grand Turc qui a décidé de les accueillir, et ils livrent tous nos secrets. Il est très peu probable que certains ne soient pas arrivés en Corse. Alors on va voir qu'on trouve leurs traces dans les archives de Gênes. Combien sont arrivés et où? On n'en sait absolument rien. Parce que, évidemment, ce genre de fuyards ne laissent pas de traces derrière eux. Alors Gênes notait tout, hein, dans les... On va voir. Donc, il porte le San Benito, donc un scapulaire jaune qui rappelle... et ils se baladent en procession, on leur crache dessus, quoi. Hein, c'est ça ce qui se passe en Espagne. Donc les gens fuient. En général, les Juifs rentrent réconciliés avec l'Église directement au paradis, mais via le bûcher. Ok, donc voilà. Donc c'est seulement vers l'Inquisition en fait à Barcelone, donc en Catalogne, elle va s'arrêter seulement vers 1820. Voilà un des tableaux qui le montre. Donc vous voyez, on est 1492, 1820. C'est très 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 long cette histoire-là. Et donc très difficile à documenter évidemment. Voilà donc les chemins d'expulsion, les chemins évidemment, les gens qui partaient de Barcelone, puisque toute la grosse communauté de Barcelone, c'est Gérone qu'on a à côté de la grande ville juive, c'est Narmanide, hein, vont traverser via les Baléares, vont traverser via la Corse, la Sardaigne, la Sicile, arrivent dans le royaume de Naples, sont expulsés, bon voilà, et vont vers l'Empire ottoman, vers Smyrne, ensuite au XVIe siècle, Salonique, XVIIe Smyrne, etc. Le Grand Turc accueille, lui, les Juifs à Constantinople. Ça ne lui pose aucun problème. Voilà, et donc on crée les ghettos en Italie à partir de la Renaissance. 1516 Venise, 1555 Rome, Ancône, Parme, 1571 Sienne, Florence, 1602 Mirandola, Vérone, 1103 Padoue, etc. Mantoue, Ferrare, Modène, Urbino, Pesaro, Senalia, Genova, Este, etc., etc. Donc les Juifs sont enfermés pour que ces nouveaux chrétiens ne redeviennent pas juifs. Voilà le ghetto de Venise. Bon, je passe rapidement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Gênes qui est le trafic de la Méditerranée, et c'est de Gênes qui vont, via la banque Saint-Georges, se balader en fait dans tout l'Empire ottoman. Et probablement en Corse. Donc on a des traces, donc à partir de 1591, la Livornina, qui est en fait une constitution de Ferdinand de Médicis, en fait, qui donne aux Juifs au port de Livourne la possibilité d'être un port franc, c'est-à-dire d'accueillir des Levantins, des Juifs et des gens de toutes les nations pour commercer. Et c'est ça qui va donner l'idée à Pascal Paoli de faire d'Île-Rousse en fait un port franc. Okay, bon, le XVIe siècle, donc siècle des Génois. Par beau temps en fait de Bastia, aujourd'hui on le voit, on voit l'île d'Elbe, donc la première des îles des archipels toscanes. Donc la Corse n'est qu'à une encablure en fait pour des transfuges. Et la Corse depuis l'Antiquité, alors les Romains appellent ça la Corse-Sardaigne, cette région. En Sardaigne en fait il y a des mines de sel où sont envoyés sous Néron, sont envoyés en fait des esclaves juifs. Donc on a beaucoup de traces du judaïsme en Sardaigne, on n'en a aucune, quasi très peu en Corse. On n'a pas de traces archéologiques. Donc on pense que le judaïsme ne s'est pas établi pendant l'Antiquité en Corse. Les premières traces qu'on peut avoir, moi je pense que c'est vers le XIIIe siècle. Vers le XIIIe siècle, en fait, où on a un fort trafic en Méditerranée, le trafic commence à augmenter avec Pise et ensuite avec Gênes. Bon, voilà la Banque des Compères de Saint-Georges, donc qui rachète la Corse à des fins stratégiques évidemment, puisque la Corse, on dit que ça rapportait beaucoup d'argent. En fait, ça rapportait pas grand-chose à Gênes. Ça leur permettait surtout d'avoir une position stratégique, c'est éviter que les Turcs ne s'installent ici, c'est pour ça qu'on est tours génoises partout, que Bastia a été constituée, et ça leur évitait en fait qu'ils puissent installer une plateforme de débarquement vers en fait tous les États de l'Église et toutes les républiques italiennes naissantes. Donc on dit l'or né et petit à petit Gênes va s'enrichir parce qu'on dit l'or né aux Indes, mort en Espagne et enseveli à Gênes. Et donc Gênes va devenir le hub trafic de la Méditerranée et comptera en fait dès le 24 mai 1492 de mettre en place une commission spéciale pour contrôler l'afflux des Juifs dans la ville. Voilà la Banque Saint-Georges sur le port de Gênes qui achète en 1453 la République des possessions en Crimée et possède à l'administration de la Corse. Donc dans un premier temps, les Juifs sont parqués à Gênes, ils grelottent de faim, et évidemment il y a Bernardino da Feltre, qui est en fait un prêcheur, qui en Noël 492 annonce que la peste va arriver sur Gênes. C'est pas dur à comprendre, puisqu'il y a plein de Juifs sur le port qui sont tassés sur les docks. Donc évidemment, et quand Matteo Sanarega, qui est un chroniqueur, dit Venerunt in urbem nostram plures. Il vient de nombreux dans notre ville. Multifamères, ils étaient affamés, ils vendaient leurs enfants. Comme ils n'avaient plus d'argent, ils ne savaient plus où aller, ils vendaient leurs enfants. Donc ils arrivaient en fin de course
Et donc Gênes, à l'époque, cherche à remplir la Corse, cherche à remplir ses colonies de Corse, parce que personne ne veut y aller, en fait, en réalité. Bon, je vous passe les récits de l'époque qui racontent l'horreur, et les Juifs en Corse apparaissent dans les archives de Gênes dès le XVIe siècle. Les nouveaux chrétiens, donc, je vais vous donner ça. Ils apparaissent au XVIe siècle, donc, par exemple, le 29 avril 1525, Pietri Hidalgo, un juif espagnol de Cadiz, témoigne au baptême à Bastia du fils d'un médecin juif. Le 24 mai 1515, les protecteurs Saint-Georges demandent d'autoriser le médecin Jacob, fils de Aaron, de vivre à Bastia et dans d'autres places et d'y pratiquer sa profession. Le notaire chancelier Giacomo Imperiale Teril écrit en février 1532 un document parlant de Benedetto de Murta, qui est médecin à Bastia, auparavant juif. Donc ces nouveaux chrétiens, ils sont désignés comme auparavant juifs. Ils sont juifs en réalité. Mais il faut trouver des moyens de les appeler. À partir du XVIIe siècle, donc on saute en 1686, Monseigneur Desmaris, qui est évêque de Bastia, il parle au nom du pape, il dit qu'il apprécierait que tous les juifs vivant encore à Gênes soient déportés. Donc ils ont besoin de remplir Bastia, ils ont besoin de remplir Ajaccio. Ajaccio, c'est 1492. Ils ont besoin de remplir Bastia, ils ont besoin de remplir toutes les tours génoises et toutes les villes qu'ils ont construites autour de la côte. On peut prendre par exemple en 1540, donc il y a plein de noms qui viennent de là. Alors attention, c'est pas parce qu'on s'appelle Simeoni, qu'on est Shimon, qu'on est juif. C'est pas vrai ça. Il faut faire attention, parce qu'au XVIIe siècle en Corse, en fait, tous les noms de famille qui étaient composés de prénoms, les prénoms sont devenus des noms via les notaires. Donc il faut toujours avoir une recherche qui est aussi une recherche généalogique. Prenons les Padovani. Par exemple, on nous a raconté que les Padovani, mais en fait non, c'est des gens qui venaient de Saint-Antoine de Padoue. Alors dans ce cas-là, puisque le grand saint de la Corse c'est François d'Assise, via les Capucins, pourquoi il n'y a pas des Assisi? Et en fait, en réalité, quand on recherche les Padovani, on s'aperçoit que les Padovani, en fait, c'est des gens qui venaient d'Elbronn, donc en Allemagne. On en retrouve plein dans les ghettos italiens, à Padoue, à Rome, à Venise. On en retrouve des Padovani juifs, il y en a plein. Hein. Je vous prends quelques éléments d'archives. Et on s'aperçoit en fait qu'ils venaient de la ville d'une ville allemande, leur nom d'Elbronn, ils deviennent Alpronn en arrivant à Venise. Et quand ils arrivent en fait à Padoue, ils deviennent Padovani, donc Padovani, né à Padoue, de Gio Giacomo, donc Jacob Alpronn, en 1544 devient commerçant et meurt en Corse à Evisa. Et donc on va retrouver son fils Catello Padovani, né à Evisa en Corse du Sud en 1570. Il épouse Caterina Battini à Evisa et sera un grand commerçant sous la République de Gênes en Corse avant de décéder à Evisa. Ils ont eu un fils, Pietro Paolo Padovani, né à Evisa et mort à Ota. Donc vous voyez, c'est pas juste, on ne peut pas juste dire il y a des Padovani, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre vraiment des généalogies pour savoir ce que deviennent les gens. Et donc effectivement des Padovani, on en retrouve en fait autour d'Evisa. J'ai repris la carte, les 131 Padovani de l'annuaire de Corse sont concentrés dans la région d'Evisa et d'Ajaccio, où ils sont probablement arrivés. Donc vous voyez, donc c'est ce qui fait que, alors certains m'ont fait dire, oui mais en fait, tout le monde est juif en Corse, tous les Corses sont d'origine juive, etc. Ça. Non, c'est pas vrai. Certains disent 20%, mais 20, 5, 10, 15 ou 65%, on n'en sait absolument rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit avec les communautés, avec les livres que j'écris un bouquin qui s'appelle Mémoire juive de Corse, que je mettrai en ligne, puisqu'il est plus disponible. J'écris un bouquin, donc on voit en fait qu'il y a des gens, et grâce au travail des Bet Rabad, grâce au travail de la communauté juive de Bastia, on voit qu'il y a des gens qui se réveillent, et moi je me retrouve avec des Corses on se retrouve avec des Corses qui arrivent au consistoire et qui se convertissent. Ils disent voilà, moi je suis convaincu d'être juif. Et c'est, alors il peut y avoir de la généalogie, c'est de la spiritualité, c'est l'histoire, des histoires d'âme, donc ça n'a plus rien à voir avec l'histoire, ça a à voir avec des convictions, ça a à voir avec la vie, quoi. Voilà. Bon, je vais vous passer rapidement sur la liste de Jacob, parce que Muratello apparaît en fait, qui est mon village dans le sud, il apparaît, et la plaine du Pruneau, ils apparaissent en fait dans un document de la Banque de Gênes en 1577. Et en fait, c'est probablement en fait, quand on prend les noms, Pamero, Palmero, etc., celui qui vient de Parme, sont probablement en fait, donc on a la liste de Jacob, où on a en fait tout un tas de noms qui en fait sont des noms de maranes d'Espagne. Donc très probablement que ce sont des gens qui ont erré en Italie, et ces 150 personnes sont arrivées par bateau pour refonder ce qui était avant Porto Vecchio, qui s'appellera Vintimiglia la Nuova, la nouvelle Ventimiglia. À l'époque, c'est la Nouvelle-Inde, c'est la Nouvelle-Amérique, c'est tout ce qui est nouveau en fait.
Colomb a il a un pied dans le, il a un pied dans le, il a un pied, disons, un pied dans le Moyen Âge et un autre pied dans la modernité. C'est-à-dire d'un côté, il a la Bible en tête et de l'autre côté, la modernité. Donc quand il arrive aux embouchures de l'Orénoque, il est sûr d'arriver aux sources du paradis terrestre. Vous voyez. Donc ces gens-là étaient probablement des marantes, probablement des kabbalistes et qui espéraient refonder quelque chose. Évidemment, ça n'a pas marché. Évidemment, il y avait la malaria et il y avait Dragu et les pirates. Évidemment, tous ces gens se sont fondus dans l'annuaire corse. Donc on voit très bien comment des gens de nombreux patronymes comme Trucco, Bono, Sasso, Orengo, Crespi, Guglielmi, Lambert, Lamberti, Lorenzo, qu'on retrouve en fait chez qui sont des patronymes maranes, qu'on retrouve en Espagne et en Catalogne, on va les retrouver en Corse. Voilà. Bon, l'aventure tourne au désastre, je vous raconte pas tout le truc. Et on trouve des trucs très très étonnants, par exemple, des traditions très étonnantes, par exemple à Porto Vecchio, chaque année, le 31 juillet, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, il faut savoir que le 30 juillet, c'est la date de l'édit d'expulsion d'Espagne, quoi. Hein. Il y a une Ludaredo, petit juillet, et on enterre le mois de juillet. Alors on prend un pantin de paille et d'écorce de chêne, et on le juge sommairement. Et une fois qu'il a été jugé, on le balade dans les rues de la ville en le couvrant de sarcasme. Et on le brûle sur un bûcher sur la place de l'église en chantant O Ludaredo Kitty Divai. Petit juillet, hélas, tout en va. Comme dans une étrange nostalgie. Donc, imaginez un juif d'Espagne, marane, qui voit ça, il comprend 5 minutes. Ok. C'est évidemment une mémoire des bûchers. C'est évidemment une mémoire des bûchers. Mais tout ça, c'est, oui, non, c'est le mois de juillet qui s'en va, c'est les récoltes, enfin, on peut en faire tout ce qu'on veut, oui. La mémoire, elle joue, elle est plastique. Comme le cerveau est plastique, finalement. Donc voilà tout un tas de... donc, je vais aller vite, je vais passer, mais... Les Juifs travaillaient en fait avec la Corse dès 1507, en fait à Les Ricci, parce qu'à Les Ricci il y a un ghetto, et dans ce ghetto, sur la côte Ligure, ils fabriquent des canons de bronze qui sont transférés vers la Corse, en 1507 et 1508. Donc voilà le ghetto de Les Ricci, et voilà le type de canon qu'on a retrouvé dans le port de Gênes, des canons de la fin du XVIe siècle. Donc, et les Hébreux de Les Ricci donc, sont liés, évidemment, les Della Costa, qui étaient n'importe famille de la région, qui sont des Juifs, sont liés. Alors, en Corse, on va trouver des Costa, etc. On a un Manuel de Acosta, qualifié de marane, qui réside dans le ghetto de Venise en 1608, etc. On retrouve tous ces noms. Quoi. Après, maintenant, je vais arriver sur les Juifs de Paoli. On fait encore un saut. Donc, Inquisition, l'Espagne, des Juifs sont sans doute arrivés en Corse. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas arrivés en Corse, comme ils sont arrivés dans d'autres îles de la Méditerranée, comme ils sont arrivés partout. Ils n'avaient pas le choix. Et la différence avec les Juifs de Corse, dans leurs différents impacts sur la Corse, c'est qu'ils vont se fixer en fait dans l'île. Parce qu'ils n'ont pas d'autre lieu où partir. Donc ils deviennent Corse ou ils meurent, c'est tout. Les Turcs qui sont arrivés ici, les Arméniens, en 1917, etc., les Serbes, pourquoi ils ne sont pas restés ici, 700 ? Tout simplement parce qu'ils avaient un pays. Les autres, ils sont arrivés ici, et voilà, ils sont restés. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Donc si on prend les Juifs de Paoli en fait, Paoli en fait, il avait une vision en fait qui était une vision vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, qui pensait en fait que le peuple corse avait grandement à voir avec le peuple juif par son destin. Il pensait en fait qu'il était dans une espèce de guerre des Maccabées que vous avez dans la Bible en fait où les Juifs se délestent du poids des Romains et des Perses et des Grecs. Et donc il va vivre à Livourne et il se dit mais c'est un port franc, ça marche. Et donc ce qu'il va faire, il se dit mais pourquoi on ne ferait pas venir en fait des Juifs à Île-Rousse comme il y en a à Livourne? Pourquoi on ne créerait pas un port franc pour que la Corse s'enrichisse? Et pour qu'à l'époque, la Corse, c'est vraiment... les gens arrivent de Constantinople, débarquent à Porto Vecchio, Dragu met ses bateaux sur l'île du Castiglione, dans l'île de Porto Vecchio, ils hivernent là, ils repartent dans la Méditerranée et direction Alger. Donc on est dans un monde qui est extrêmement vivant, c'est pas du tout un monde... La Corse, c'est pas du tout un monde fermé. Et donc il écrit en fait le 26 juin 1760, au fils de Domenico Rivarola, qui est consul de Piémont à Livourne, si les Juifs voulaient venir s'établir parmi nous, nous leur accorderions la naturalisation et les privilèges pour se gouverner avec leurs propres lois, parlez-en avec quelques rabbins accrédités. Donc la question c'est est-ce que cette lettre est devenue effective? Donc
en réalité, il va fonder Île-Rousse dans le but de concurrencer les présidents génois, surtout de Calvi. On parle d'un juif qui est nommé Modigliani parmi les premiers habitants de la cité d'Île-Rousse en 1763, dans une lettre à Salvini. On sait que par Boswell que Pascal Paoli avait passé un traité avec les rabbins de Livourne pour échanger le corail de Corse contre des armes. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, dans le London Chronicle, j'ai retrouvé un article, en fait, qui montre, en fait, ça. Ils écrivent de Barcelone qu'il y a 120 familles avec leurs effets qui pourraient arriver avec des flouques espagnols pour l'île de Corse. Par lettre de Livourne, on dit qu'il y a des juifs du Levant qui ont offert en cadeau 1 million de florins au général Pascal Paoli pour pouvoir en fait se promener à cheval dans l'île. Mais on ne sait pas si la proposition a été acceptée. Voilà, donc on sait que ces gens vont arriver donc de Barcelone et qu'il y a 600 familles donc, qui sont arrivées. 150 familles, ok, 120 familles, pardon. 120 familles juives, ce qu'on a dans ce document-là. Donc ils sont arrivés et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus en fait en réalité. Mais ils sont certainement fondus dans la population. C'est pour ça que chaque fois la Corse fabrique des Corses en absorbant des Juifs, en absorbant des Grecs, en absorbant des continentaux, des Provençaux, des qui arrivent ici, probablement des Sardes, peut-être des Catalans. Donc on se retrouve, ça ne veut pas dire que la Corse est complètement juive, mais ça veut dire qu'il y a une influence très importante et qui se retrouve en fait dans la mémoire, dans les us et coutumes et qui peut être tracée et qui résonne aujourd'hui chez des personnes. Voilà. Je pourrais vous raconter sur la piste des cédrats, mais en fait la Corse est devenue le plus gros producteur de cédrats au 19e siècle en fait. On le sait par l'histoire d'illustrer la Corse de l'abbé Jean-Ange Galetti, où on a un rabbin qui vient vérifier que les cédrats de Corse sont cachés. On le sait parce que la Corse est devenue le plus gros producteur de cédrats du monde, parce qu'en 1875, des maîtres reconnus et très respectés du judaïsme de Lituanie, avec à leur tête Rav Kovna, Rav Itzhak Elchan Spector, ainsi que le Rav Israël Salanter et Rav Shlomo Kluger, ils ont interdit l'utilisation des étrogim, donc cédrats en hébreu de Corfou, pour encourager ceux de Corse, qui étaient cachers, car non greffés. Donc du coup, tous ces gens du monde lituanien, vous voyez, balader un cédrat en septembre pour qu'il garde sa queue, pour qu'il ne pourrisse pas, qu'il traverse jusqu'en Lituanie, il faut quand même s'accrocher. Et depuis le XVIe siècle, on voit dans les archives de Gênes, il y a tout un article et de bouquins qui est écrit là-dessus, on voit qu'on balade des cédrats, que les cargaisons arrivent, ils n'ont pas leur queue, alors les gars ne veulent pas les acheter, etc. Enfin, et donc, la Corse est devenue un très gros producteur de cédrats, et c'est à partir de là qu'on a nos fameux cédrats confits de chez Mattei. Voilà, et la cédratine. Bon, vous en boirez à ma santé. Bon. Merci. Comment on arrête?